Bonjour à tous. Alors, bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire sur le rôle du RU dans la certification en établissement de santé. Je remercie à tous ceux qui se sont inscrits et connectés ce matin pour participer à notre événement organisé en partenariat avec le réseau Santé Qualité Risque. On a travaillé donc avec notre partenaire pour pouvoir vous proposer ce webinaire thématique. Bon, une introduction à votre rôle de RU dans cette certification, puisqu'on sait qu'il est de plus en plus important, et donc vous avez une place grandissante en tant que RU. Je vais juste préciser des petits points techniques. Tout ce webinaire est enregistré, donc sera mis à disposition en replay. Les documents partagés seront mis à disposition aussi par la suite. Et donc, vous pouvez tout à fait poser vos questions durant la présentation via l'onglet questions ou chat qui sont en bas à droite de votre écran. Je vois déjà des bonjours qui apparaissent, donc je vois que vous maîtrisez l'outil pour communiquer avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions durant toute la présentation. Je pourrai reporter des questions ou Élodie Ducrot du réseau Santé Qualité Risque qui va faire cette présentation pourra aussi prendre les questions au fur et à mesure de la présentation. Voilà, je pense qu'on est bon, on va pouvoir partir sur ce webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne matinée d'écoute sur le terme de la certification et de votre rôle dans celle-ci. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour et bien bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Ça sera plus interactif, on y répondra, enfin j'y répondrai au fur et à mesure de la présentation. Donc voilà, donc effectivement la certification d'établissement de santé, le rôle pour les représentants des usagers, effectivement comme l'a dit Maureen, est vraiment un rôle qui a beaucoup évolué au fil des années. Voilà, c'est les petites consignes habituelles qu'on vient de vous transmettre. Comment va se dérouler cette présentation? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la certification? On laissera des temps libres d'échange entre chaque partie. Quel est le rôle des représentants des usagers? Les points clés de la nouvelle certification. Voilà. Donc, tout d'abord, on va vous présenter le réseau pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le réseau Santé Qualité Risque est ouvert aux professionnels des établissements de santé sanitaire et aux médico-sociaux de toute la région de France. On a 148 adhérents répartis vraiment sur tout le territoire, comme vous pouvez voir avec la petite carte, avec 57% dans le Nord Pas-de-Calais, dans l'ancienne région Nord Pas-de-Calais, et 43% dans l'ex-région Picardie. Ainsi, nous accueillons 74% d'établissements sanitaires, puisque historiquement, nous avons commencé avec les établissements de santé et 26% de médico-sociaux. Donc voilà, pour vous dire qu'on est quand même bien implanté au niveau de la région et que le secteur sanitaire, on le connaît. Donc l'engagement du réseau, c'est de contribuer au développement du management de la qualité, par la qualité et la gestion des risques au niveau de la santé. Nous avons des principes forts, puisqu'effectivement, il faut bien avoir une feuille de route pour évoluer. Donc, c'est d'apporter aux professionnels, services et établissements sanitaires et médico-sociaux un appui opérationnel, développer des expériences innovantes et des projets pilotes, mutualiser et valoriser les expériences et expertises régionales, d'où notre intervention aux côtés de France Assos Santé aujourd'hui, par exemple, garantir l'expertise des intervenants du réseau, renforcer et partager la culture d'évaluation de la sécurité en santé, intégrer l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Et on a vraiment la volonté de s'inscrire dans une démarche de proximité et de répondre aux besoins des membres. Certains d'entre vous interviennent dans des établissements qui peuvent être membres du réseau Santé Qualité Risque. Mais nous avons une deuxième casquette qui est le fait que nous soyons SRA, structure régionale d'appui. Donc on a une partie de notre activité qui est financée par l'ARS et où nous sommes là du coup pour tout ce qui va être appui aux événements indésirables graves. Quand il y a une déclaration qui est faite sur le portail de l'ARS, il y a une petite coche SRA. C'est à ce moment-là que nous pouvons intervenir
Ouais, le bruit de fond, c'est mon ordinateur. Je suis désolée, c'est sûrement, ça vient sûrement de mon ordinateur. Là, ici, on a fait des tests, je ne peux pas l'enlever. Donc voilà, on est là pour faire des appuis à l'analyse des événements indésirables graves sur demande des établissements. On peut organiser effectivement des rencontres régionales, des formations ciblées comme aujourd'hui, des accompagnements ciblés aussi sur demande de l'ARS. On participe aux projets régionaux, aux instances et régionales également. Et après, pour les adhérents plus particulièrement, on peut faire également des audits croisés, des enquêtes, des groupes de travail, des appuis au groupement hospitalier de territoire. On participe aux projets nationaux de la Fédération FORAP et on fait également des formations, des accompagnements. La veille de service, enfin, au niveau de la gestion documentaire et on peut répondre aussi à des SOS qualité. Alors, le vif du sujet, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qu'est-ce que la certification? Donc la certification, il faut savoir que c'est piloté par la Haute Autorité de Santé déjà depuis 20 ans. Donc ça concerne les établissements de santé, donc les hôpitaux, les cliniques, comme privés comme publics. Elle évalue la qualité et la sécurité des soins, toujours dans l'optique de l'amélioration continue, de s'améliorer dans la qualité des prestations et dans le soin rendu aux patients. Elle s'intéresse à la fois à la prise en charge, à l'expression des patients et au pilotage des établissements. C'est un dispositif d'évaluation externe, indépendante et obligatoire. Tous les établissements de santé ont l'obligation de passer leur certification. Et elle a lieu maintenant tous les 4 ans. Il y a eu une petite modification avec la V2014, mais avec la nouvelle version, nous sommes de nouveau sur tous les 4 ans si tout se passe bien. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, donc c'est piloté par la HAS. La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique, qui a été créée, voilà, ça si vous ne le retenez pas, c'est pas le principal, mais qui a été créé effectivement en 2004 par rapport à l'assurance maladie. Elle vise à développer la qualité dans le champ du sanitaire médico-social au bénéfice des personnes. Donc ça, le champ sanitaire est là déjà depuis un bout de temps, mais l'évaluation externe pour le social et médico-social, c'est récent. Tout a été mis en ordre de bataille à partir de 2022. Elle travaille aux côtés des pouvoirs publics, dont elle éclaire les décisions avec les professionnels pour optimiser leurs pratiques et organisations, et au bénéfice des usagers, dont elle renforce la capacité de faire leurs choix. Et c'est là où effectivement, aujourd'hui, on peut être concerné avec votre présence en tant que représentant des usagers, puisqu'effectivement, comme votre nom l'indique, vous représentez les usagers. Donc la certification est pour, si on peut faire une division, pour plusieurs parties prenantes. Donc, pour les usagers, donc avec la connaissance du niveau de la qualité et de la sécurité des soins de l'établissement de santé, puisqu'il y a effectivement, voilà, tous les gens des établissements de santé sont toutes les personnes, tous les professionnels, toutes les associations, tout le monde est là pour l'usager. Au bout du compte, tout le monde est là pour la prise en charge, pour la prise en soin, pour le bien-être du patient et de son entourage. Ensuite, il y a les professionnels de santé, où ça permet d'avoir des outils en interne pour améliorer leurs pratiques, des recommandations et bonnes pratiques, savoir s'ils sont bien avec des évaluations professionnelles, voilà, pour pouvoir s'évaluer. Et effectivement aussi les autorités de tutelle, qui a un rôle de régulation de la qualité au niveau de la région. Donc, qui est certifié? Comme on le disait tout à l'heure, tous les établissements de santé publics ou privés
quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, que ce soit de la médecine, de la chirurgie, de la santé mentale, de l'hospitalisation à domicile, de la rééducation, sont concernés par la certification de la HAS. Du coup, comment se passe une visite? Donc, en général, une visite dure en moyenne 2 à 5 jours, ça dépend de la taille de l'établissement. Pareil, le nombre d'experts visiteurs, donc les évaluateurs externes qui viennent pour auditer, pour évaluer l'établissement, le nombre d'experts visiteurs varie en fonction de la taille et des activités de l'établissement. Donc, les experts visiteurs donc, évaluent le niveau de la qualité des soins. Pour cela, ils s'appuient sur un référentiel. Donc, le référentiel, c'est le guide, c'est la Bible. C'est le guide qui décrit la démarche. C'est accessible gratuitement sur le site de la HAS. Vous pouvez effectivement tous avoir accès au manuel de certification de la Haute Autorité de Santé. Donc, ce manuel est découpé est découpé en 15 objectifs pour les établissements et après il est décliné donc en critères. Elodie, excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux parler vraiment plus fort parce que tu baisses un petit peu en volume et avec le bruit de fond, ça devient très difficilement captable et au vu des commentaires, je ne suis pas la seule à avoir des soucis de retour. D'accord. Là, beaucoup mieux. Ah bah voilà. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vais reprendre du coup pour cette partie-là. Je suis vraiment désolée des conditions techniques. Donc, effectivement, la certification dure en moyenne de 2 à 5 jours, c'est en fonction de l'état. Ah, je ne sais plus le diaporama. Ah voilà, parfait. En fonction de la taille de l'établissement et des spécialités qu'il y a dans l'établissement. Donc, les experts visiteurs évaluent le niveau de la qualité des soins. Les experts visiteurs sont des professionnels. C'est des personnes qui viennent qui viennent d'autres établissements, d'autres régions pour évaluer les établissements. Donc, effectivement, du coup, savent vraiment de quoi ils parlent. Donc, le manuel, donc, on se base sur le manuel qui est accessible gratuitement sur le site de la HAS. Il est divisé en 15 objectifs qui sont valables pour tous les établissements et qui sont eux-mêmes déclinés en critères. Voilà, c'est vraiment en entonnoir pour aller du plus général au plus précis. Donc ensuite, pour savoir comment va se dérouler la visite, il y aura un calendrier de visite que l'établissement aura 2 mois à l'avance pour savoir comment ça va se passer et où là, vous, représentant des usagers, vous aurez effectivement, l'établissement pourra vous le transmettre pour vous dire comment ça va se dérouler. Et pour évaluer l'établissement, la HAS a mis en place plusieurs méthodes qui comprennent des entretiens avec les patients pour connaître leur parcours, comment ça se passait dans leur parcours, des entretiens avec les professionnels et bien évidemment des entretiens avec les représentants des usagers. Ça fait déjà pas mal d'années que c'est mis en place et ça continue. Il y a vraiment un temps dédié à l'interview, à l'entretien avec les représentants des usagers. Généralement, c'est même au début de la visite de certification pour avoir l'image extérieure, l'image que vous avez de l'établissement sur lequel va se baser les experts visiteurs. Donc la certification est une évaluation par les pairs. Comme je vous le disais, les experts visiteurs viennent d'autres établissements de santé. Donc, ce sont des personnes du terrain. Ça peut être des professionnels en activité ou à la retraite depuis moins de 3 ans. Ce sont des médecins, des cadres de santé, des gestionnaires, des responsables qualité et des gestionnaires de risque. Donc, vraiment tout pour pouvoir cadrer, pour pouvoir coller au cadre de la certification. Les équipes sont généralement composées de 2 à 4 experts visiteurs. Ils sont plus nombreux dans les établissements de grande taille. À l'image d'un CHU, il peut y avoir jusqu'à 8 experts visiteurs, sachant que maintenant, il y a des experts visiteurs spécifiques dédiés pour
interviewer les patients dans la méthode patient traceur. Donc, le manuel de certification, c'est un socle, c'est vraiment le socle du dispositif de certification où sont listés tous les objectifs, tous les critères pour pouvoir satisfaire, que l'établissement doit satisfaire pour savoir s'il est certifié ou pas et quel est son niveau de certification. C'est ce qui va nous servir à comprendre l'évaluation. Cette approche facilite vraiment son appropriation, le fait de s'approprier le manuel de certification. Donc, non seulement par les professionnels et les représentants des usagers, qui peuvent s'appuyer sur le référentiel pour réaliser les évaluations en interne de manière autonome et de s'en servir comme outil vraiment de pilotage à la qualité. Vous avez vraiment les éléments en amont de ce que les experts visiteurs vont venir voir. Et aussi pour les experts visiteurs qui ont exactement la même chose pour préparer leur visite de certification. Je vois que ma collègue Laurine Dutoit vient d'arriver. Bonjour Laurine. Oui, ça va. Voilà, j'ai un problème technique, apparemment on m'entend pas bien. Est-ce que tu peux prendre le relais? Oui, pas de souci. Ça sera peut-être plus agréable pour les auditeurs. Pas de souci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien, merci Elodie, merci Laurine. Désolée pour le petit retard, on n'avait pas d'internet au bureau, du coup j'ai fait un petit aller-retour. Par contre, je ne sais pas qui passe les diapos. Maureen, c'est toi qui... Tu peux y aller. Si tu cliques sur l'écran, tu pourras passer les diaporamas toi-même. Normalement, vous y avez accès aussi. Voilà, merci de nous avoir rejoints en tout cas. Ok, merci. Désolée pour le retard. Bonjour à tous. Donc j'espère que vous m'entendez correctement. Donc je prends le relais. Du coup, donc qu'est-ce que le manuel de certification? Donc le manuel, c'est vraiment le socle de la certification où vont être listés du coup tous les objectifs et les critères à satisfaire par l'établissement de santé et tous les éléments nécessaires à leur compréhension et à leur évaluation. Si vous souhaitez aller dans le manuel, par exemple pour la prise en charge de la douleur, pour le dossier patient, etc., dans le manuel, vous allez avoir du coup tous les objectifs et les critères à satisfaire. Donc, cette approche facilite ainsi son appropriation, donc soit par les professionnels et les représentants des usagers. Du coup, vous pouvez vous appuyer sur ce référentiel pour réaliser les évaluations internes de manière autonome et aussi, vous pouvez vous en servir comme outil de pilotage de l'amélioration continue de la qualité. En fait, c'est vraiment... le référentiel, ça va vraiment être pour vous le socle, un peu on dit la Bible, c'est vraiment voilà, les attendus au niveau de la certification. Et donc, du coup, par les experts visiteurs qui viendront dans l'établissement, ce sera vraiment le document de référence pour conduire la conduite pour réaliser la visite. Donc, comme ça, voilà, vous pouvez vous exercer avant et les experts visiteurs auront du coup le même socle, auront ce même manuel lors de la visite. Donc, on vous a remis un peu, bon là c'est pour que vous visualisez bien le manuel et on vous a remis du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez donc cliquer sur le lien juste en dessous où vous allez du coup pouvoir télécharger le manuel de certification si vous souhaitez déjà commencer à feuilleter, vous l'imprégner, etc. Et connaître quelques critères qui puissent vous intéresser. D'ailleurs, dans le manuel, il y a une partie donc sur l'expérience patient, il y a une partie sur les représentants des usagers. Donc, n'hésitez pas à aller le feuilleter pour avoir un peu plus d'informations. Donc, je vous ai mis un exemple. Par exemple, si on prend la prise en charge de la douleur, j'ai pris la thématique qui parle un peu vraiment à tout le monde. Donc, on le retrouve dans le critère 1.208. Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. Donc, c'est un critère qui est en rouge. On le verra après. Donc, c'est un critère impératif. On va voir les différents niveaux de critères. Ça concerne du coup tout l'établissement. Donc, vous avez toujours un petit paragraphe qui résume un peu l'intitulé du critère. Vous avez les éléments d'évaluation. Les éléments d'évaluation, c'est ce que les experts iront voir lors de la visite au sein de l'établissement. Donc là, on voit sur le côté, ce sera via la méthode patient-traceur, où en fait, il sera demandé, il y aura une question pour le patient, des questions pour les professionnels et de la consultation documentaire. Et ensuite, vous avez des références, les IQSS et les indicateurs, et des références HS si vous souhaitez aller un peu plus loin
Donc, en fait, pour chaque critère, vous avez un paragraphe explicatif et vous avez du coup les éléments d'évaluation et la méthode utilisée. Donc, je vous ai remis, par exemple, un petit peu au niveau du pilotage. Les experts iront voir si le pilotage a mis à disposition des recommandations de bonnes pratiques auprès des professionnels, s'il a formé les professionnels aussi à la prise en charge de la douleur. Quelles actions ont été mises en place au niveau pour anticiper ou soulager rapidement la douleur du patient? Est-ce qu'on argumente la pertinence des décisions de prise en charge? Est-ce qu'on appelle, si besoin, un réseau d'équipes de recours ou d'expertise si l'équipe a besoin d'expertise supplémentaire? Et l'évaluation, comment on évalue cette prise en charge de la douleur? Donc, mise en place de plans d'action d'amélioration et indicateurs sur l'évaluation de la prise en charge de la douleur. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit exemple du coup de thématiques, de critères qu'on peut retrouver du coup dans le manuel de certification. Et ensuite, vous pouvez retrouver, donc, il y a le manuel de certification. Ensuite, on a les fiches pédagogiques. Dans ces fiches pédagogiques, on va un peu plus loin. Et du coup, là, on retrouve les mesures à mettre en œuvre dans la prise en charge de la douleur. Donc, recherche et on mesure la douleur avec une évaluation adaptée à la situation clinique du patient. Donc, quelle échelle sera utilisée? Le traitement de la douleur, la mise en œuvre pluriprofessionnelle de la stratégie de prise en charge, la réévaluation du patient et, si nécessaire, recours à un réseau d'expertise. Donc voilà, on a toujours, et bien sûr, si on retrouve la traçabilité dans le dossier. Donc voilà, on a toujours des petits graphiques supplémentaires en dehors du manuel de certif qui vont un peu plus dans le détail. Voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple sur un peu voilà, comment se structure le manuel de certification. Donc ensuite, une fois que les experts sont venus lors de la visite, donc ils vont rendre un rapport de visite et du coup un résultat de certification. Donc il y a 4 niveaux. Il y a établissement certifié avec mention, donc nouvelle visite sous 4 ans. Établissement certifié, nouvelle visite sous 4 ans également. Établissement certifié sous condition avec une visite qui est reprogrammée entre 6 et 12 mois. Et établissement non certifié, c'est une visite reprogrammée entre 12 et 24 mois, donc selon les résultats de certification. Donc, en fait, les experts viennent sur le terrain, évaluent la qualité des soins, la qualité de la prise en charge. Donc là, une fois qu'ils ont évalué, souvent il reste une semaine, vous avez un résultat de certification et ce résultat permet d'avoir, sous forme de pourcentage, permet d'avoir du coup 4 niveaux de certification finaux. Ensuite, donc, on a la diffusion des résultats. Donc, on a une diffusion qui est publique sur le site internet de la HAS via Caliscope. C'est tout nouveau, c'est ce qui remplace Scope Santé, si jamais vous connaissiez avant. Ensuite, il y a une diffusion auprès de l'Agence régionale de santé et une diffusion à l'établissement. Est-ce que vous avez des questions ? Pour l'instant, on n'a pas de réaction dans le chat. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. On va peut-être attendre avant. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter la certification de manière générale, on va dire, avant de vous montrer quelle est la place des représentants des usagers dans cette certification et comment vous pouvez vous impliquer, quels sont vos interlocuteurs en établissement. Si certains d'entre vous sont des jeunes représentants d'usagers, si vous venez d'être juste élus, récemment, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Donc, l'idée, c'est de vous donner un petit peu quelques pistes pour vous aider en établissement et quels sont vos interlocuteurs et comment vous pouvez vous impliquer. Alors, je vois dans le chat, pour nous, à Chauny, c'est fait et nous avons obtenu la certification. Félicitations. Alors, donc, du coup, on passe à quelle place donc, pour le représentant des usagers. Donc, quel est le rôle des représentants des usagers dans la certification ? Le premier rôle, c'est de porter la voix des usagers. C'est vraiment, on va dire, l'objectif principal. Ensuite, c'est d'essayer d'instaurer un partenariat entre les professionnels de santé, les responsables médicaux et managériaux.
et ensuite de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients. Donc, quels sont vos interlocuteurs en établissement? Ça, à titre indicatif, c'est juste pour vous montrer vraiment, voilà, pour vous dire si vous arrivez en établissement, quels sont mes interlocuteurs. Donc, vous avez les personnes responsables de la relation avec les usagers. Vous pouvez vous tourner aussi vers le directeur de l'établissement. Vous pouvez vous retourner vers le directeur de la qualité ou l'ingénieur qualité. Ce seront vos principaux interlocuteurs en établissement. On va le voir ensuite. En fait, en fonction des actions que vous allez réaliser, ce sera toujours en lien souvent avec les ingénieurs qualité, les personnes responsables de la relation avec les usagers, etc. Donc, la démarche de certification, elle se déroule en 4 étapes. En fait, votre établissement, il va s'engager dans la procédure de certification. Donc, ça, on va dire que c'est pour résumer, c'est assez administratif. C'est des échanges entre l'établissement et la Haute Autorité de Santé, où en fait, la Haute Autorité de Santé demande des documents, etc. Ensuite, il y a la visite des experts visiteurs, la décision de certification et la publication des résultats, le retour par l'établissement. Donc, si on reprend les étapes une à une, donc l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification, donc en fait, c'est par la direction de l'établissement où en fait, c'est ce que je vous disais, il y a des retours entre l'établissement et la Haute Autorité de Santé où l'établissement va intégrer des données issues des bases nationales et ils vont valider et mettre à jour les données de l'établissement. En fait, l'idée maintenant avec la nouvelle certification, c'est que la visite soit la plus représentative de l'établissement. Donc, par exemple, l'établissement va mettre à jour ses données. Si l'établissement n'a pas de maternité, la maternité, du coup, on n'aura plus cette thématique. Voilà, c'est vraiment pour mettre à jour tout ça. Ensuite, préparation de la visite de certification. Donc, exemple pour les représentants des usagers. Donc, on a une prise de contact avec la direction, le responsable qualité, une prise de connaissance du manuel, la participation à l'évaluation interne. Donc, tout ça, en fait, ce sera vraiment la préparation de la visite qui sera fait du coup en amont avant la visite des experts visiteurs. Ensuite, donc la deuxième étape, donc on sera sur la séance inaugurale avec donc la deuxième étape, c'est la visite des experts visiteurs. Donc ça va se dérouler en 4 temps. On aura la séance inaugurale où en fait on va voir l'implication dans la certification, donc quelle collaboration ont les représentants des usagers avec les professionnels, quel rôle ils ont dans l'établissement. Ensuite, il y aura un bilan journalier où on va participer à la réflexion de la direction et des équipes. Au cours de la visite, donc, il y aura vraiment une rencontre spécifique entre les représentants des usagers et les experts visiteurs et le recueil de l'expérience des représentants d'usagers. Ensuite, on aura la séance de restitution avec la participation à la présentation des résultats. Donc, je vous ai mis quelques exemples de questions qui peuvent être posées par les experts visiteurs, enfin, que les experts visiteurs peuvent vous poser. Donc, j'ai mis un peu sous quelques items. Donc, recueil de l'expérience du patient. Par exemple, les questions qui peuvent vous être posées, c'est les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients vous sont-ils communiqués? Contribuez-vous à leur analyse? Participez-vous à l'élaboration d'autres enquêtes de satisfaction, etc. Pour votre implication dans l'établissement, les questions qui peuvent vous être posées, c'est considérez-vous avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Si oui, comment? Assistez-vous régulièrement aux instances réglementaires? Quel rôle avez-vous dans ces comités? Vos propositions sont-elles prises en compte? Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Ensuite, on vous a mis également la participation aux actions relatives aux événements indésirables. Donc, est-ce que vous avez accès dans un délai raisonnable au courrier, aux plaintes et réclamations? Sinon, pourquoi? Êtes-vous informé des réponses apportées par l'établissement? Avez-vous connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, des résultats des enquêtes de satisfaction, d'ISATIS, etc. Êtes-vous associé à l'analyse de ces retours d'expérience des patients et usagers?
Participez-vous aux évaluations des plans et actions entreprises et à leur suivi? Ça, c'est pour vous donner quelques idées de questions qui peuvent vous être posées et ça peut aussi, du coup, vous dire, bah oui, c'est vrai que moi, les plaintes et réclamations, ça m'intéresse. Je vais peut-être, du coup, me renseigner auprès de l'ingénieur qualité pour voir un peu comment on peut travailler ensemble, etc. Donc, n'hésitez pas, il y a plein d'autres… il y a beaucoup d'exemples de questions en fait dans le manuel de certification qui peuvent être posées aux représentants des usagers. Donc, n'hésitez pas surtout à aller voir un petit peu ces questions. Ça peut vous donner des idées sur également comment vous impliquer au sein de vos établissements. Ensuite, donc, la troisième étape, c'est la décision de certification. Donc, la l'AHS transmet le rapport de visite à l'établissement. Ensuite, l'établissement peut transmettre ses observations donc, après réception du rapport. Et ensuite, le rapport passe en commission de certification qui émet une décision de certification après observation. Et donc, à quel moment le représentant des usagers peut-il intervenir? Donc, on a la quatrième étape, c'est la publication des résultats, le retour par l'établissement. Donc, la quatrième étape, une fois que la commission de certification de la l'AHS a émis son résultat de certification, donc comme on disait tout à l'heure, il y a une diffusion qui est publique des résultats sur le site de la l'AHS. Avant, c'était Scope Santé, maintenant c'est Caliscope. Une diffusion auprès de l'Agence régionale de santé et ensuite une diffusion auprès de l'établissement où là, il y a une publication des résultats en CME, donc en commission médicale d'établissement, et en commission des usagers des établissements de santé, donc en CDU. Et donc, le représentant peut être intégré au plan d'action d'amélioration. Donc, en fait, vous avez un retour en CDU de la visite de certification et des résultats de certification. Alors, pourquoi s'impliquer dans la certification? L'objectif, il y a plusieurs objectifs. C'est bien de renforcer les droits collectifs et individuels des usagers, donc faire connaître et faire évoluer la représentation des droits des usagers, mais aussi favoriser la collaboration entre représentants des usagers et professionnels de santé. C'est vrai que c'est toujours mieux, vous allez voir, si vous allez vous impliquer dans l'établissement, les professionnels vont commencer à vous connaître, etc. Rien que ça, rien que le fait que les professionnels connaissent le nom des représentants des usagers, ça montre aux experts que vous êtes impliqués, vous êtes connus dans l'établissement. Donc, contribuer aussi à la transparence de la procédure de certification. Et ensuite, favoriser la confiance en la certification, donc vraiment qui est basée sur des retours, des points de vue, qui en les croisant avec ceux des professionnels, permettent d'obtenir du coup une photographie plus complète de la situation de l'établissement et de ses forces et ses faiblesses. D'avoir vraiment une réelle implication des représentants des usagers, toujours en collaboration avec les professionnels, favorise la résolution des dysfonctionnements constatés dans l'établissement. Et pour vous aussi, jouer un rôle dans l'information sur l'existence et les enjeux de la certification auprès du grand public et aussi être le porte-parole de l'expérience patient. Et aussi des attentes des usagers. On a plusieurs questions dans le chat, Laurine, je me permets. Donc, on a Mme Charlotte qui dit « Si ce n'est pas fait par l'établissement, quel recours ?» Donc, je pense que ça se rapporte à 2 slides précédents sur l'intégration du… Je crois que c'est ça, mais… Si par exemple le représentant des usagers n'est pas impliqué par exemple au niveau plainte et réclamation et tout. Tout à fait. Après, il n'y a pas vraiment de recours. L'idée, c'est, si vous vous rendez compte là actuellement que vous n'avez pas accès à tout ça, que vous n'êtes pas impliqué, n'hésitez pas, justement, c'est pour ça qu'on vous a mis les interlocuteurs, n'hésitez pas à aller les contacter et à dire, moi, je suis partante pour analyser les plaintes et réclamations, pour aller faire des observations sur le terrain. Après, c'est à vous aussi à dire, je veux bien, il n'y a pas vraiment de recours. L'idée, c'est vraiment, vous aussi, d'aller voir les interlocuteurs en établissement et de leur dire, comment on peut travailler ensemble, etc. Et donc, on a une autre question. Un RE doit-il informer de sa visite à la direction? Doit-il être accompagné systématiquement? Tout cela sans nuire aux soins, bien sûr. J'imagine que ça, c'est un peu plus large que dans le cadre de la certification et plutôt dans le rôle du RU en CDU. En fait, l'idée, c'est que oui, le RU doit toujours dire, s'il veut
réaliser des actions ou voilà, il y a toutes sortes d'actions qui peuvent être réalisées. Toujours informer une personne de l'établissement qu'il est là, qui souhaite réaliser ces actions pour éviter, déjà c'est pour éviter de faire ça dans son coin et c'est pour que qu'il y ait toujours une personne de l'établissement qui a un retour de ce qui est fait dans l'établissement. Mais du coup, oui, il faut, même en visite ou hors de la visite, il faut toujours prévenir que vous venez à tel jour, à telle heure, etc. Le RU n'est pas un agent secret qui doit mettre son impair pour aller se cacher dans les services. C'est C'est ça, ce qu'on dit en formation. C'est ça. Et c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment que vous ayez une relation avec les professionnels et du coup, pour éviter toute désorganisation dans les soins, etc. Si vous souhaitez travailler avec les professionnels, il faut toujours en amont bien avertir que vous êtes là à telle date, vous allez réaliser telle chose. Et du coup, comme ça, voilà, tout le monde est au courant. Et il n'y a pas de voilà, c'est pas tout seul dans son coin, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de travailler en équipe avec tout le monde. Alors, j'ai une autre question. Dans quelles instances de l'établissement le RU doit-il participer? Alors, l'instance principale, c'est la CDU, la commission des usagers. Après, je pense que vous êtes convié, Élodie, je ne me trompe pas, mais je pense que l'usager est convié à toutes les autres commissions, pour moi. Le CLUD, ça peut arriver, le CLIN aussi, par moment au comité éthique. Quand il y en a un, le RU a complètement sa place. Il peut y avoir aussi en copie de qualité, gestion des risques selon l'organisation de l'établissement. Le clan, le covirus? Le clan, oui, bien sûr. Oui. Oui. Et puis comité, enfin voilà, tous les comités où l'établissement a envie d'inviter le représentant des usagers. Il y a pas, on peut aller au-delà des recommandations en établissement. Ouais, après, c'est vraiment si l'établissement veut vous convier, il n'y a pas normalement, il n'y a pas de souci. Alors, je vois dans le chat, c'est à nous de demander à consulter les plaintes et FEI et les questionnaires de satisfaction. Cela ne m'a jamais été refusé. Demande faite suite à formation France Asso. Ouais, en fait, si vous allez demander aux ingénieurs qualité ou à toute autre personne pour vous impliquer ou pour avoir accès aux plaintes et réclamations, normalement, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, ils vont vous donner la main et vous permettre de consulter ces données et pourquoi même de participer à l'analyse. Et de aussi avoir un regard extérieur sur voilà, les plaintes et réclamations de l'établissement, les courriers reçus. Parce que voilà, vous êtes extérieur, vous avez peut-être des idées aussi supplémentaires à donner par rapport aux équipes qui sont tous les jours en établissement. Alors, nous, sur Chauny, nous avons demandé des moments d'échange dans la pièce des associations dédiées avec les usagers et le personnel. Ouais, ça peut être une bonne idée de faire des moments d'échange avec les usagers et les professionnels de santé. C'est une super idée parce que en plus c'est un peu coup double en fait. Vous allez pouvoir avoir le retour des usagers et vous faire connaître auprès des professionnels. Non, franchement, c'est une bonne idée. Ce serait intéressant d'avoir une formation sur les instances CLIN, CLAN, CLUD. Ouais, ou il faudrait peut-être qu'on ajoute une diapo là-dessus. Ben, on prend note. Je précise que nous, on a quand même une offre de formation sur les thématiques ciblées. Notamment, cette année, on a programmé la formation lutter contre les infections associées aux soins, donc sur un atelier de 2 heures en visio aussi. Donc, c'est des choses qui sont aussi programmées dans l'offre de formation France Asso Santé. Donc, je vous renvoie tous à notre catalogue régional qui est disponible sur la page régionale et qui reprend en partie cette offre-là. Et donc, sur des webinaires et des formations en distanciel, n'hésitez pas, si elles ne sont pas programmées en région et programmées dans d'autres régions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse voir si vous pouvez participer.
Merci Maureen. Ensuite, consultation, mais pas participation. Après, c'est dépendant de chaque établissement. C'est vrai que nous, on connaît des établissements qui, les représentants d'usagers consultent uniquement, par exemple, les plaintes et réclamations, les courriers. Il y a d'autres établissements où ça va jusqu'à l'analyse. Tout dépend de l'établissement, en fait. Alors, je continue du coup. Au niveau de l'implication, donc comment s'impliquer dans la certification entre les représentants des usagers, l'idée, c'est de forger vraiment votre point de vue, donc vraiment rassembler les informations disponibles. Vous pouvez les analyser entre RU collectivement et produire une synthèse que vous envoyez à l'établissement ou que vous travaillez du coup avec vos interlocuteurs. Donc, avec les professionnels, vous participez donc à la préparation, vous participez aux différentes méthodes de certification. Vous participez à la définition, les méthodes, on les verra juste après. Vous participez à la définition des actions d'amélioration et leurs modalités de suivi et vous participez du coup au projet des usagers. On va faire un focus sur le projet des usagers qui est maintenant obligatoire depuis peu, mais on fera un focus juste après. Et ensuite, donc avec les experts visiteurs, vous allez participer à la visite de certification, donc assister à la séance inaugurale, échanger avec les experts visiteurs leur vision de l'établissement et sur la qualité de fonctionnement de la CDU et assister à la restitution. Donc là, vous savez que le jour de la visite, les experts visiteurs, du coup, vont échanger avec vous, comme on l'a vu tout à l'heure, des exemples de questions. Mais voilà, vous allez être interviewé par les experts visiteurs. Donc, comment s'impliquer? Donc là, on vous a mis vraiment quelques exemples. Vous pouvez participer aux instances, aux groupes, notamment avec la commission des usagers, au comité de pilotage qualité, à la démarche éthique, etc. En participant à des groupes de travail, en participant au projet des usagers. Donc ça, c'est vraiment le projet des usagers. C'est un élément de preuve qui est attendu par la Haute Autorité de Santé depuis janvier 2023. Dès janvier 2023, quand les experts visiteurs viennent en établissement, ils demandent du coup à chaque établissement d'avoir un projet des usagers. On le verra donc juste après. En proposant des rencontres du coup avec les usagers, donc comme on l'a vu dans les commentaires, pourquoi pas des moments d'échange avec les usagers, même les professionnels. En participant à des visites d'établissement. Comme ça, vous pouvez repérer la signalétique, l'accessibilité, l'ergonomie, le bruit, la disponibilité des ascenseurs, la présence ou non de poubelles, le suivi des actions d'amélioration. Alors ça peut vous paraître très basique, mais en fait, la visite d'établissement, quand les professionnels sont sur le terrain, que ce soit des professionnels de soins ou les professionnels qui sont plutôt dans l'administratif, en fait, les personnes sont tous les jours dans l'établissement, on ne voit plus forcément ce qui est affiché, etc. Du coup, l'idée, c'est vraiment, si vous participez à des visites d'établissement, vous allez peut-être vous dire, ah, mais attention, là, il n'y a pas de poubelle, ou là, la signalétique, finalement, on s'est un peu perdu, est-ce qu'elle n'est pas à revoir? Est-ce que c'est accessible, par exemple, aux personnes à situation de handicap, etc. Ensuite, vous pouvez participer donc, en tant qu'observateur dans les audits réalisés par l'établissement. Donc, dans les phases de préparation à la visite de certification, dans les analyses de résultats, etc. Donc, vous pouvez aussi utiliser les ressources d'information qui sont mobilisables, les registres des réclamations, les lettres de satisfaction et les lettres de réclamation, etc. Donc, ça, on l'a vu avant, mais voilà, vous pouvez du coup utiliser toutes ces sources d'informations. Et ensuite, vous pouvez participer à l'analyse et la synthèse anonymisée des événements indésirables. Voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée de comment vous impliquer du coup dans la certification. Donc, c'est quelques exemples, hein, c'est pas, si vous avez d'autres idées, allez-y, hein, c'est vraiment pour vous donner quelques billes pour vous participer. Et donc, on fait un petit focus sur le projet des usagers. En fait, donc le manuel de certification a été, en fonction des visites des premières visites qui ont été réalisées, la Haute Autorité de Santé a remanié un peu son manuel de certification et donc a mis en place un nouveau critère donc, sur le projet des usagers. Donc, l'établissement implique des représentants des usagers et des associations de patients au sein de l'établissement, dans les instances et dans la vie de l'établissement.
Et donc, en fait, on a une modification d'un élément d'évaluation. Donc, le projet des usagers est formalisé, articulé avec le projet médical et soignant. Donc, dès janvier, on demande un projet des usagers, en fait, à l'établissement. Donc, voilà, on vous a mis, du coup, il y a un guide HAS qui est disponible. On vous a mis le lien. Et ensuite, il y a nos collègues du RECA, donc en Bourgogne-Franche-Comté, avec France Asso Bourgogne-Franche-Comté, qui ont réalisé un petit guide et boîte à outils. Donc, en fait, c'est une trame un petit peu de projet des usagers, de comment ça s'élabore, etc. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos sur ce projet des usagers, n'hésitez pas. Et c'est aussi l'occasion, du coup, pour vous, si vous souhaitez vous impliquer, d'aller voir vos interlocuteurs en établissement et de dire, voilà, j'ai entendu parler, maintenant on doit mettre en place un projet des usagers. Alors, attention, ce n'est pas un projet des représentants des usagers, c'est bien un projet des usagers. Donc, l'idée pour le projet des usagers, c'est vraiment le projet. Donc, c'est un projet qui est fait vraiment de manière pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. Donc, voilà, on vous a mis quelques outils pour déjà essayer de comprendre ce qu'est un projet des usagers, comment on l'élabore, des petites trames, etc. Et il y a le guide HAS qui est également très bien fait. Et je vois que Maureen ajoute qu'il y a la formation participer à un projet des usagers qui aura lieu le 23 novembre à Arras. Tout à fait. Donc avec c'est une formation France Asso Santé par le réseau des RU et experts France Asso Santé. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste des places. Je remets le lien dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai un peu... j'ai plus les dernières questions. Alors, il n'y a pas d'obstacle à participer aux instances associées à la CDU, sauf la disponibilité. Oui. Par contre, le « et pourquoi » Ah, c'était peut-être sur la réponse que j'avais formulée sur chaque établissement fait. C'est vrai qu'il y a des établissements qui permettent aux représentants des usagers de consulter et d'analyser les plaintes et réclamations, d'autres qui, du coup, que consultent. Ça, le pourquoi, ça dépend de vos interlocuteurs, en fait. C'est à la main, en fait, des interlocuteurs en établissement. Chacun, on va dire, gère comme il le sent. Du coup, c'est vraiment à la main. Après, si par exemple, vous êtes que dans la consultation, peut-être aller voir vos interlocuteurs et demander de participer à 1 ou 2 réunions d'analyse, par exemple. Pourquoi pas? Peut-être demander. Enfin, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais... Alors ensuite, depuis le début de mon installation en 2018, nous avons demandé ces permanences, car si l'on fait un micro-trottoir, c'est là que l'on s'aperçoit que beaucoup de monde ne nous connaissent pas. Oui, oui, c'est pour l'idée des petits temps d'échange avec les usagers et les professionnels de santé. Ouais, en fait, l'idée, c'est que si les professionnels ne vous voient pas, c'est tout bête, mais des fois dans les couloirs ou même les usagers, finalement, si vous n'allez pas à leur rencontre, c'est pas eux qui vont venir vers vous. Donc, c'est vrai que du coup, ils vous connaissent pas, mais je pense que du coup, avec les petites réunions que vous avez réalisées, je pense que depuis, vous avez dû voir quand même une grosse différence. Nous avons été la semaine dernière les présidents et vice-présidents des instances, clan, CLUD, etc. Donc, à Dunkerque, au CH, nous sommes invités autant les titulaires que les suppléants dans toutes les instances. CDU, CDU, GHT, clan, etc. Ouais, après, c'est ça. Enfin, pour moi, je pense que vous êtes invités à chaque fois, mais à voir maintenant. C'est toujours en fonction de l'établissement, en fait. Si participation dans l'implication, peut-on avoir des résultats et si ce n'est pas fait après la certification?
J'ai pas compris là. Oui, Madame Charlotte, n'hésitez pas à contextualiser vos questions. Ouais, si vous pouvez juste argumenter un peu comme ça. Non, parce que c'est vrai. C'est vrai que quand on présente et on n'est peut-être pas sur la même diapo, du coup, il faut qu'on se connecte. Si on se connecte ensemble, ça va aller. J'ai l'impression que c'est bon. Madame Charlotte a dit merci. Ah, j'avais pas vu le message. Oh. Même dans le personnel, beaucoup ne connaissent pas les RU et quel est leur rôle, vu lors d'une formation de 2 jours au CH en septembre. Ouais, en fait, c'est pour ça que c'est... en fait, l'idée maintenant, ce qu'on vous demande, c'est plutôt à vous d'aller vers les professionnels, le personnel de l'établissement, d'essayer de vous faire connaître, de venir régulièrement, d'essayer d'avoir quelques actions voilà, pour commencer à vous faire connaître. L'idée maintenant, ouais, c'est peut-être à vous du coup de faire le premier pas, on va dire. En fait, les professionnels sont tellement dans les soins, enfin dans leur travail que voilà, si vous n'allez pas vers eux, c'est vrai que du coup, des fois c'est pas eux qui viendront vers vous, quoi. Après, pour se faire connaître, ça peut être le fait de faire des audits en partenariat avec le service qualité ou d'avoir des stands pour présenter l'association, pour animer la semaine sécurité patient ou une journée clan. Enfin, c'est pas forcément aller dans le service, dans la salle de soins, ça peut être sous plusieurs formes en fait, pour se faire connaître. Participer à la vie de l'établissement en fait par certaines actions. Et effectivement, un badge d'identification, c'est top, parce que ça permet d'être identifié le mieux possible quand vous êtes amené à aller dans l'établissement, pas en simple visiteur, mais vraiment avec votre rôle de RU. Tout à fait. Et donc, je précise que France Asso Santé a mis en place des petits badges représentants des usagers qui sont distribués lorsque vous suivez la formation de base obligatoire pour tout nouveau RU nommé, donc RU en avant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos sessions qui sont proposées sur toute la région tout au long de l'année. Et à ce moment-là, vous recevrez c'est un badge magnétique à poser sur vos vêtements et vous pouvez le conserver quand vous allez en établissement. Alors, si on demande à participer et non seulement consulter, avons-nous un recours si ce n'est pas fait? Car nous sommes aimés avant certification, mais après seulement tolérés. Non, après, l'idée, c'est, enfin, je ne sais pas si c'est ça la question, mais si par exemple si vous participez à la visite de certification, l'expert visiteur vous demande comment vous êtes impliqué. Vous pouvez dire simplement, voilà, je consulte les plaintes et réclamations. Faut pas dire que du coup vous ne participez pas à l'analyse, mais si déjà vous annoncez que vous consultez les plaintes et réclamations, c'est déjà très très bien. Donc déjà rien que ça, je pense, je sais pas si c'est la question, mais rien que ça, les experts visiteurs vont tolérer largement, quoi. Donc, dans mon établissement, nous avons fait une présentation des rôles des RU au personnel soignant et aux patients. Bon, ça, c'est très bien aussi, c'est une bonne idée. C'est une très, très bonne idée de faire ce genre de présentation avec le rôle des RU au personnel soignant et aux patients parce que, du coup,
parce qu'en fait, l'idée, les professionnels, il faut vraiment qu'ils puissent au moins vous identifier, vous connaître. Voilà, si un patient, un usager a besoin d'infos ou même a besoin de vous parler, au moins il sait à qui s'adresser. Alors ensuite, chouette, rien que pour les badges, je suis content de m'être inscrit. Parfait. Le travail avec l'ingénieur qualité, exemple patient traceur, m'a permis de connaître les pratiques dans les différents services et me faire connaître au CH d'Asbook. Ah bah ça, la méthode patient traceur, on va la voir après, mais je pense que c'est la méthode que les experts visiteurs utilisent et qui va vous parler, je pense que vous allez vraiment adorer cette méthode parce qu'elle est vraiment proche du patient, on interviewe le patient, donc c'est vraiment une méthode, je pense, qui va vous permettre de vous impliquer et d'échanger du coup avec les patients. Mon établissement est certifié avec réserve. Je serai donc à nouveau sollicité comme président de la CDU. Vos conseils sur mon action à venir. Après, là, c'est difficile de savoir, comme vous avez été certifié avec réserve, de savoir un peu voilà, comment s'est passée votre visite de certification. Mais du coup, si vous êtes sollicité à nouveau, ne pas hésiter à montrer votre implication, etc. À montrer que peut-être qu'il y a des plans d'action qui ont été élaborés ou des actions que vous allez élaborer. Pas hésiter en fait à montrer un peu votre investissement et votre implication dans l'établissement. Alors, en tant que président de la CDU, la participation n'est pas respectée. Après, ça, c'est dépendant de l'établissement. En fait, malheureusement, on ne peut pas… Des fois, je sais que des fois, pour les représentants d'usagers, c'est compliqué parce que du coup, il faut, entre guillemets, vous battre pour vous impliquer. Mais ça, ouais, essayez de changer d'interlocuteur dans l'établissement. Peut-être que ça pourra peut-être vous aider ou s'il y a d'autres représentants d'usagers avec vous, pourquoi pas essayer d'interpeller le directeur d'établissement, etc. Ça, c'est vrai que c'est un peu… Pour le coup, on n'a pas vraiment la main et c'est vraiment établissement dépendant, quoi. Donc, nous avons fait une certification à blanc pendant 3 jours et ce que vous avez présenté correspond à la lettre que l'on a vécue. Bon, après, c'est très… Bon, là, la présentation, c'est vraiment pour vous présenter un petit peu les bases et comment ça se passe. On peut aller un peu plus loin. Donc, s'il y a des personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, que ce soit à France Asso Santé ou au réseau Santé Qualité Risque. Mais l'idée, c'est vraiment de vous poser les bases et de vous montrer un peu, on est content que ça réponde et puis ça correspond vraiment à ce que vous vivez en établissement. Je l'ai faite, cette méthode patient-traceur, en cause la qualité de la lettre de liaison et la consommation des solutions hydroalcooliques. Ça, c'est pour l'établissement qui est sous réserve, je pense. Ah, ok. Après, vous pouvez… je ne sais pas si c'est les 2 principales causes, mais par exemple, pour la consommation de solutions hydroalcooliques, peut-être vous retourner vers vos interlocuteurs en établissement et demander si vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, réaliser un audit sur le sujet ou essayer de vous impliquer d'une telle manière sur le sujet, pour montrer que vous avez pris en compte qu'il y avait eu cette difficulté lors de la première visite et que vous avez essayé de vous impliquer vous aussi dans tout ça, quoi. La liste des représentants à la commission doit-elle être obligatoirement affichée à l'entrée de l'établissement? Alors, c'est plus dans un endroit de passage, c'est pas forcément à la porte même de l'entrée. Mais il faut qu'elle soit diffusée dans tous les services et sur le site internet et dans le livret d'accueil. Bon, nous sommes des rues et les élus un peu pantins, non, car c'est selon le bon vouloir de chaque établissement. En fait, c'est pas vraiment les élus, en fait. C'est comment…
En fait, si vous voulez, ça dépend. Par exemple, là, peut-être que la personne ne veut pas, enfin, vous donne. Alors, on a perdu Mince. on a perdu Laurine. Décidément, on n'a pas de chance avec nos connexions aujourd'hui. Bah, je peux me permettre de compléter. Donc, effectivement, RU Pantin, je trouve un peu dommage comme terme, puisque déjà, le rôle est obligatoire dans le cadre de la certification. Donc, je pense que ça va contraire à ce terme-là. Et après, je pense que la certification est un bon moyen pour avoir un rôle qui se pérennise dans les établissements. Pour certains qui ont des difficultés parfois à rentrer en contact avec l'établissement, la certification permet d'avoir cette entrée et ensuite d'aller un peu plus loin et de développer des partenariats et d'avoir une action sur le long terme. Alors, dans tous les cas, il y a quand même un cadre légal de l'action du RU, donc ça ne peut pas être un pantin. Dans le cadre de la CDU, c'est un cadre légal. Le RU a une voix délibérative, doit être présent pour la tenue des CDU, a un rôle dans la gestion des plaintes et réclamations, dans le suivi des correctifs de ces plaintes et réclamations. Donc, c'est pas un pantin, c'est vraiment un cadre légal sur ce point-là. Et juste, je vais me permettre de recentrer un petit peu les débats, puisque ça part aussi sur beaucoup les fonctions du RU dans le cadre de la CDU de manière générale. Aujourd'hui, on est là pour parler de la certification de manière un peu plus précise. Et donc, si vous avez des questions sur le rôle du RU et en particulier dans la CDU, je vous renvoie aussi à toute notre offre de formation qui est soit la formation de base ou les formations sur les instances, notamment la formation RU en CDU qu'on propose cette année, qui vous permet d'aller un peu plus loin sur ce rôle du RU dans la CDU. Voilà, merci. Je ne sais pas ce que fait Laurine, elle est apparue et a redisparu. Donc j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre et que je vais pouvoir lui relaisser la parole. Oui, puisque j'imagine que... Ah, voilà. Bah, en fait, parce que j'imagine que mon son n'est pas meilleur. Ouais. Je suis déconnectée parce que apparemment, il y a quelqu'un qui veut se connecter avec mes identifiants. Donc, j'espère que ça va marcher. Ah. On verra. Effectivement, alors, si tu te fais pirater ton compte, c'est un peu compliqué. Ou on a un RU qui souhaiterait faire une présentation et qui est expert de la certification, peut-être. Vas-y. Alors, pour faire un petit point, du coup, là, on a vu ce qu'était la certification. Donc, la certification change à peu près tous les 4 ans. Donc là, on va faire un petit point sur la nouvelle certification, donc celle qui est en vigueur actuellement. Donc, on appelle la certification V2020, V2023 parce qu'il y a eu des modifications. Donc, en effet, il y a eu une V1, une V2 en 2007, une V 2014. Et du coup, c'est vraiment des versions qui sont revues régulièrement par la Haute Autorité de Santé pour à chaque fois donc, se mettre à jour au niveau des recommandations de bonne pratique, etc. Et de se mettre à jour aussi en fonction des actualités des établissements. Et donc, cette nouvelle certification, elle est entrée en vigueur en 2020. Alors, elle s'intitule normalement certification V2020. Comme il y a eu des changements de manuel de certification, sur le manuel de certification, maintenant, il est indiqué V2023. Donc, voilà. Mais sachez que c'est quasiment les mêmes méthodes, etc. Donc, si vous entendez certification V2020 ou V2023, vous savez que c'est les mêmes. Donc, les enjeux, il y en a 4. Le premier enjeu de cette nouvelle certification, c'est l'engagement du patient. Ensuite, il y a l'enjeu sur la culture de l'évaluation et de la pertinence du résultat. Il y a le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système de santé. On verra tout ça juste après. Et donc, le référentiel, du coup, se découpe en 3 parties. Il y a une partie essentiellement sur le patient, une partie sur les équipes de soins et une partie sur l'établissement de santé. Donc, si on reprend les chapitres un à un, donc si on reprend le chapitre sur le patient, donc les 4 objectifs seraient est-ce que le patient est informé, son implication est recherchée. Donc, pour chaque en fait item, donc pour chaque objectif, ça va être décliné du coup en plusieurs critères. Est-ce que le patient est respecté? Est-ce que le patient et ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient? Est-ce que les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge?
Donc là, c'est les 4 objectifs. Et si vous allez dans le manuel, vous allez voir du coup les différents critères associés à ces objectifs. Pardon. Ensuite, le chapitre 2, donc les équipes de soins. Donc là, c'est les professionnels de santé, c'est l'équipe. On a 4 objectifs également. Donc, la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée et partagée avec le patient. Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. Les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique et les équipes évaluent leur pratique, notamment au regard du suivi des résultats cliniques et de leur patientèle. Et ensuite, donc, on a le chapitre 3, l'établissement de santé. Donc, l'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire. L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement. La gouvernance fait preuve de leadership. Donc, l'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences. Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance. L'établissement dispose d'une réponse adaptée opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté et l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Donc ça, c'est les différents objectifs. Et en fait, l'idée, donc on a bien un objectif patient, un objectif professionnel, un objectif établissement. Donc ce que les experts visiteurs iront voir, c'est voilà, la cohérence entre ces 3 chapitres essentiellement. Donc, on a toujours donc, ce même manuel de certification. Donc, comme je vous disais, donc là, je vous ai exposé les différents chapitres. C'est pour que vous les ayez un peu au moins entendus une fois, qui sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés également en plusieurs critères. Donc, pour vous donner, par exemple, une petite idée, voilà, on a pris le chapitre 1 sur le patient. L'objectif 1.2 sur le patient est respecté. Et donc là, on aura différents critères. Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. Le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté. Le patient vivant avec un handicap bénéficie au maintien de son autonomie tout au long de son séjour. Voilà, vous avez du coup différents critères en fonction de l'objectif. Et donc, voilà, si on reprend par exemple le chapitre 1, l'objectif 1.2, le patient est respecté. Si on fait un focus sur le patient bénéficie du respect de son intimité et sa dignité, on a toujours le petit paragraphe explicatif. Est-ce que ça concerne tout l'établissement? Est-ce que ça concerne seulement les patients âgés? Est-ce que ça concerne la psychiatrie et la santé mentale? Donc là, vous avez du coup la petite information ici. Est-ce que c'est un critère impératif standard ou avancé? Ça, on le verra aussi après. Et ensuite, vous avez les éléments d'évaluation. Donc, comment les experts visiteurs vont aller évaluer ce critère. Donc, en fonction, donc on le voit sur le côté, hein, l'élément d'évaluation, ce sera un patient traceur. Donc, on ira interviewer le patient en demandant, du point de vue du patient, les conditions d'accueil et de prise en charge ont respecté sa dignité et son intimité. Donc là, soit sous forme d'observation, les experts visiteurs vont regarder si, par exemple, les portes sont fermées. Est-ce que l'hygiène des locaux, est-ce que c'est respecté, l'état des chambres, etc. Mais on posera également la question aux patients, est-ce qu'on a respecté votre intimité, votre dignité lors de votre séjour? Et du point de vue du patient, les professionnels respectent sa dignité et son intimité. Donc là aussi, on demandera aux patients, est-ce que les professionnels respectent votre dignité et votre intimité? Et ensuite, on a des observations. Donc, les experts visiteurs feront des observations. Donc, les équipements et les locaux garantissent la dignité des patients. Les pratiques garantissent la dignité des patients. Donc, ça, voilà, c'est ce que les experts… C'est pour vous montrer, voilà, dans le manuel, du coup, pour chaque critère, vous avez, du coup, les éléments d'évaluation et la méthode qui sera utilisée par les experts visiteurs. Donc, au niveau des méthodes d'évaluation, donc si on reprend un petit peu le manuel, donc comme on a dit tout à l'heure, on a un chapitre 1 sur le patient, un chapitre 2 sur les soins, un chapitre 3 sur l'établissement de santé. Donc, le chapitre 1, patient, ce sera sous forme de la méthode patient-traceur, qu'on verra juste ensuite. Au niveau des soins, ce sera plus la méthode parcours-traceur avec plus ou moins des traceurs ciblés. Au niveau de l'établissement de santé, on sera plus sur de l'audit système. En fait, l'audit système, c'est ce qui permettra de voir un peu ce que le pilotage, ce que l'établissement a prévu, est-ce que c'est bien réalisé sur le terrain. Et ensuite, il y a des observations qui sont vraiment concomitantes à toutes les méthodes.
Je vous ai fait juste un petit focus sur la méthode du patient traceur sur laquelle vous pouvez vous impliquer, je pense, sans souci. Donc, c'est une évaluation qui est menée par un expert visiteur médecin et qui est menée au moyen d'une grille d'évaluation adaptée au profil du patient. Si, par exemple, le patient est un patient qui est en SS, qui a fait un AVC, qui est en SSR, la grille se sera adaptée à ce patient. Si par contre c'est plutôt une patiente voilà, qui vient d'accoucher, la grille sera vraiment adaptée à cette patiente. Donc en fait, la grille, donc souvent c'est à la main des ingénieurs qualité dans vos établissements qui vont du coup imprimer la grille adaptée au profil du patient. Et du coup, vous pouvez demander de participer par exemple à une méthode patient-traceur. Donc on demande toujours que l'évaluation soit menée par au moins un médecin de l'établissement. En binôme avec soit un cadre de santé, l'ingénieur qualité, et vous pouvez du coup assister à cette méthode patient-traceur. Donc, dans un premier temps, donc, on identifie le patient. Est-ce qu'on va prendre un patient qui est en SSR, en maternité, en chir, etc. On informe le patient de la méthode et on recueille son consentement. Est-ce qu'il est d'accord pour réaliser cette méthode patient-traceur? Et ensuite, donc, on réalise du coup la méthode où on va rencontrer le patient, on va lui poser des questions sur sa prise en charge et on va rencontrer l'équipe ensuite. En fait, toutes les questions sur lesquelles on n'aura pas eu de réponse avec le patient, etc., on ira rencontrer l'équipe ensuite. Et ensuite, on en fait une synthèse qui permet du coup d'avoir un petit peu un regard sur la prise en charge et comment s'est passée la prise en charge de l'établissement, où en fait, on va du coup identifier des points forts et des axes d'amélioration. Donc souvent, ça dure 2 à 3 heures, on va dire, cette méthode patient-traceur. Et vous, si vous souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas. Alors après, je sais qu'on a eu, il y a quelques années, un projet de réaliser des patients-traceurs avec les représentants des usagers. Le retour qu'on a, c'est qu'en fait, ça paraît très simple d'interviewer le patient, mais en fait, laisser plutôt à la main d'un médecin ou de quelqu'un qui a plus l'habitude. Parce que c'est vrai que des fois, quand on se retrouve devant le patient n'est... Enfin, soit parle beaucoup, soit il faut aller le chercher. Donc, il faut vraiment avoir des techniques pour aller les interpeller. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez réaliser un patient traceur, dans les premiers temps, juste d'être en mode observateur pour voir un peu comment ça se passe, comment se déroule la méthode. Et une fois que vous êtes un petit peu aguerri au niveau de la méthode, pourquoi pas, par exemple, assister le médecin ou l'ingénieur qualité, etc. Mais dans un premier temps, au moins être observateur, parce que c'est vrai que ça paraît assez simple d'interviewer un patient, de rencontrer les équipes, mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des techniques à avoir. Donc voilà. L'idée, c'est dans un premier temps, au moins d'être observateur et de vivre au moins une fois cette méthode du patient traceur. Donc, si vous souhaitez réaliser cette méthode, n'hésitez pas à vous rapprocher des ingénieurs qualité de vos établissements qui, je pense, seront ravis de vous compter dans leur binôme d'évaluateurs et vous demandez juste d'observer au moins une fois cette méthode. Et vous allez voir, c'est très enrichissant et ça permet vraiment de dégager tout de suite les points forts et de voir un peu sur quel point les professionnels doivent travailler. Ensuite, donc, les experts visiteurs viennent sur le terrain. On a vu les différentes méthodes. Je vous ai fait juste un focus sur la méthode patient-traceur parce que les autres méthodes sont un peu plus complexes. Donc déjà, peut-être vous approprier cette méthode patient-traceur avant de passer aux suivantes. Donc, les experts visiteurs vont réaliser les différentes méthodes. Une fois qu'ils ont réalisé les différentes méthodes, donc ils vont avoir tout un tas de conformités ou de non-conformités qui permettra du coup d'avoir des résultats. Donc, ces résultats, en fait, vous allez avoir les résultats par chapitre. Vous allez avoir des résultats en fonction de chaque objectif, donc sous forme de pourcentage comme ça et de diagramme radar, où vous allez voir du coup à chaque fois, en fonction de l'objectif, tous vos résultats. Et toujours avec une publication des résultats, donc via l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, avec une diffusion publique au niveau de la HAS, donc Cadiscope, comme on a vu tout à l'heure, et l'établissement de santé concerné qui va publier ses résultats, donc soit sous forme d'affichage avec, voilà, au sein des instances,
etc. Je vous ai mis le lien vers Caliscope si vous souhaitez un peu voir les résultats des établissements qui sont déjà passés. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, on vous a mis quand même pas mal de liens. On vous a mis le guide à destination des représentants des usagers sur s'impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers. Donc là, ça va un peu plus loin que notre présentation. Ça vous donne vraiment un peu plus d'idées sur comment s'impliquer. Donc, c'est un guide vraiment à destination des représentants des usagers. Et ensuite, sur le site internet de l'AHS, vous avez une page sur mettre en œuvre la certification pour la qualité des soins, où là, en fait, vous retrouvez le manuel de certification, donc avec les référentiels, les fiches descriptives, les fiches pratiques, notamment destinées aux représentants des usagers qui sont disponibles, le guide d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers, où là, vous avez du coup des exemples de questions qui peuvent vous être posées en fonction des thématiques, et les fiches pédagogiques, il y en a une sur l'évaluation de l'engagement patient et usager. Vous avez des modules de e-learning sur différentes thématiques et surtout sur les méthodes, des supports de présentation et des documents d'information. Donc voilà, on vous a mis les liens. On vous enverra du coup le PowerPoint après la présentation. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à les consulter. Et si vous avez des questions, parce que c'est vrai que du coup là, vous avez engendré quand même pas mal d'infos sur toute cette matinée. Donc, si vous avez des questions après, enfin dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce sera un plaisir de vous répondre. Et donc, bah, voilà, on vous a remis un petit peu les captures d'écran sur les fiches pratiques destinées aux représentants des usagers, le guide d'entretien, etc., pour que vous voyez un petit peu comment ça se goupille, quoi. Ensuite, on vous a mis des exemples de fiches pratiques. Donc là aussi, à disposition sur le site de la HAS. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question. Je n'ai pas eu le courage d'émettre un son en visite de certification. Une personne qui répond, il est vrai qu'il faut ou il a fallu s'imposer. Ben, c'est vrai qu'après, ça paraît toujours... c'est toujours impressionnant, hein, une visite de certification. Et c'est vrai que pour vous, c'est un peu compliqué du coup de vous imposer, mais il ne faut vraiment pas hésiter. Et après, avec cette nouvelle méthode cette nouvelle certification, là, les experts vont vous interviewer, mais c'est vraiment dans l'échange. Hein, c'est pas du tout... vous n'êtes pas à la gendarmerie en train enfin voilà, c'est pas, c'est vraiment de l'échange entre vous et les experts visiteurs. Il n'y a rien, il n'y a pas de note derrière. Voilà, c'est juste pour voir votre implication et comment vous vous impliquez. Ensuite, j'ai parcouru le manuel, sauf erreur, il n'y a rien sur les soins sans consentement, isolement, contention. Je trouve ça dommage. Normalement, il y a sur. Oui, j'ai vérifié, il y a un critère impératif, mais pour le psy, il y a le critère de 1.05, la pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté est argumentée et réévaluée. Donc, ça comprend la limitation des contacts, des visites, les retraits des faits personnels et l'isolement. Après, c'est vrai que c'est un critère spécifique pour le psy, mais tout ce qui va être droit des patients, son consentement libre et éclairé, son projet de soins, enfin, on peut relier à un autre critère impératif. Alors ensuite, quand les experts visiteurs posent des questions aux patients, est-ce que le personnel est présent? En fait, non. Pour la méthode patient-traceur, les experts visiteurs vont vraiment aller poser des questions aux patients sans les professionnels de santé. Et du coup, c'est pour ça qu'ensuite, l'expert visiteur ira voir les professionnels pour recouper les informations entre ce que le patient a dit et ce que les professionnels disent également. Alors ensuite, pour ma part, nouveau représentant des usagers, j'ai demandé à être présenté aux différents services afin de faire connaissance avec les professionnels de santé. Ben, ça, c'est bien aussi, c'est une super idée. C'est une super idée de déjà... je pense que c'est déjà la première porte d'entrée, c'est essayer de vous faire connaître au sein de l'établissement.
Donc, de vous présenter aux différents services, comme ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, le professionnel, s'il a besoin, il sait, voilà, il connaît votre nom, votre prénom, à la limite, il a votre numéro de téléphone ou votre adresse mail et il sait à qui s'adresser si besoin d'un représentant des usagers. Donc ça, c'est vraiment une super idée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. On a des retours sur les implications des uns et des autres et leur présentation face aux équipes, mais pas de questions pour l'instant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si jamais, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, ou si voilà, vous allez peut-être aller dans vos établissements et essayer déjà de repérer quels sont vos interlocuteurs. Si jamais vous avez des questions après coup, n'hésitez pas, on vous laisse nos adresses mail. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Même je vous dis, si c'est demain ou la semaine prochaine ou même si c'est dans 6 mois, il n'y a aucun souci. Hein, on sera toujours disponible et content de vous répondre. Les visiteurs ont bien insisté sur notre présence au sein du centre hospitalier. Après, leur question était surtout de savoir si nous avions une vraie présence. Ouais, en fait, l'idée, c'est que les experts visiteurs… Après, ces experts visiteurs dépendants, c'est toujours pareil, mais je pense que ce que les experts visiteurs vont aller chercher, c'est déjà, d'un premier temps, c'est est-ce que vous êtes présent au sein de l'établissement? Est-ce que vous participez à la CDU? Est-ce que les professionnels vous connaissent? C'est vraiment, je pense, la base déjà, et c'est vraiment ce que les experts visiteurs iront chercher, quoi. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions et que la présentation était assez claire. Et comme je vous dis, on reste disponible si vous avez besoin. Un grand merci à tous. Désolé pour les problèmes techniques. Et puis, on peut préciser que pour certains, c'est peut-être une deadline assez éloignée, la certification. On va reproposer des sessions assez identiques de ce webinaire. Si jamais ils ont des questions qui interviennent d'ici là, ils peuvent tout à fait se reconnecter lors du 1er juin pour la 2e session et poser leurs questions à ce moment-là. Oui. Si ça correspond à la temporalité de la certification dans leur établissement. On peut aussi comprendre qu'il y a des questionnements qui vont arriver aussi avec la prise de fonction et la prise de poste dans le mandat. Peut-être des certifications à blanc qui vont apporter des questionnements aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à vous réinscrire si jamais vous avez vraiment des questions complémentaires. Ouais, puis je vois qu'il y a une personne qui est nouvellement nommée, qui a été nommée en décembre et qui dit voilà, que la visite de certification est fixée le 6 mars. Si jamais vous avez besoin, donc c'est vrai que du coup, le 6 mars, c'est dans un mois, n'hésitez pas à revenir vers nous, quoi. Mais voilà, si ça vous a donné un petit éclairage sur comment va se passer la visite et comment vous impliquer, c'est déjà très bien. Et je précise qu'on a, alors on n'a pas proposé la formation qualité cette année en région. Par contre, il y a une session nationale le 23 mars à Paris. Et donc la formation qualité France Asso Santé est vraiment centrée sur la certification notamment. Donc si certains sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers moi ou qu'ils utilisent le catalogue pour s'inscrire sur cette session-là s'ils souhaitent se déplacer à Paris pour la suivre. Et bon courage pour la personne qui passe la semaine prochaine. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup de remerciements.
Alors je vois qu'on a une question pour la Nouvelle-Aquitaine, hein, puisqu'on avait été relayé par nos collègues de d'autres délégations. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre correspondant de formation locale, qui est aussi si je ne me trompe pas, est Sonia Purgue pour la Nouvelle-Aquitaine, et elle pourra vous orienter sur des sessions soit au niveau régional, soit en proximité. Donc n'hésitez surtout pas à contacter la délégation locale. Eh ben, merci à tous. Merci à tous. Je ne vois que des remerciements. Il n'y a plus de questions. Pour le diaporama, comme le disait tout à l'heure un participant, normalement, vous pouvez cliquer directement dessus là quand il est partagé. Sinon, on le mettra à disposition prochainement sur le site internet avec le replay. Vous pouvez accéder au replay. Dès la fin de cette session, le replay sera disponible. Donc, si vous avez des choses à revoir, n'hésitez surtout pas. Et puis, le réseau santé qualité risque est à votre disposition, comme l'a souligné Laurine. Et puis, la délégation aussi, toute l'équipe est là pour répondre à votre question. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, une bonne après-midi. Et au plaisir de vous retrouver sur d'autres événements, webinaires et formations et toute l'offre qu'on peut vous proposer en région. Merci à tous, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.